Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité, vous avez dû voir passer l'information que Oscar Pistorius était sorti de prison. Alors il est sorti de prison en janvier et je ne sais pas pourquoi. Il y a beaucoup d'articles qui sortent aujourd'hui à son propos, sûrement parce que en quelques mois on a pu avoir un petit peu des retours sur sa vie, l'après-prison, ce qu'il fait aujourd'hui, où il en est, etc., etc. Donc pour remettre dans le contexte, je vais évidemment tout vous expliquer. Oscar Pistorius est un ancien athlète extrêmement apprécié qui a fait de la prison parce qu'il a tué sa compagne en 2013. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler de Oscar, sa vie, sa jeunesse, sa carrière sportive. Je vais vous parler aussi de tout l'aspect personnel de Oscar. Vous allez voir que ça va avoir énormément d'importance sur la suite des événements. Je vais vous parler donc du drame, du soir du drame. Je vais vous parler du procès et ensuite vous faire un update sur où il en est en 2024, l'après-prison et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui et qu'est-ce qui se passe pour lui. Je pense que cette vidéo va être un petit peu longue. Avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est très important pour moi. N'hésitez surtout pas aussi à passer dans les commentaires et à me laisser un petit like. Et on est parti. Oscar Pistorius est né le 22 novembre 1986 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il est né avec une malformation aux jambes, il lui manquait la fibula et donc il était condamné à ne pas marcher du tout. Ses parents ont vite pris la décision de lui amputer les jambes, donc à la moitié du tibia, de manière à lui installer des prothèses et à ce qu'il commence à marcher tout de suite avec des prothèses et à ce qu'il soit le plus rapidement possible habitué, parce que c'est vrai que ce genre de changement est très lourd quand on est adulte, mais quand on a 11 mois, c'est vraiment la façon de mettre toutes les chances de son côté. Oscar est né dans une famille extrêmement aimante avec des frères et sœurs, et il faut savoir que ses parents ne l'ont jamais considéré comme quelqu'un de différent, comme un handicapé ou un invalide. Ils lui ont toujours parlé comme ils ont parlé à ses frères et sœurs, et ça aussi ça va être important pour la suite. Il faut vraiment comprendre que Oscar a toujours eu ce truc, confiance en lui, avec de l'estime de lui, il a jamais douté et il ne s'est jamais senti mal par rapport à ça, il ne s'est jamais senti handicapé par rapport à ça, justement grâce à ses parents qui lui ont vraiment forgé un mindset de quelqu'un qui y croit et qui fait tout pour arriver à ses rêves. À 15 ans, Oscar va perdre sa maman qui en avait 42 à ce moment-là d'une manière extrêmement brutale. Cet événement va le pousser à se surpasser au sport. Alors il faut aussi savoir qu'il a toujours été un peu casse-cou, un peu sportif, mais c'est vrai que cet événement va le pousser à s'investir à fond dans le sport et il va commencer le rugby. Ce qui était déjà assez dingue parce que le mec il a pas de jambes, enfin il lui manque la moitié de sa jambe, il a des prothèses et il veut quand même malgré tout se lancer dans ce sport qui est quand même assez brutal, assez violent et un sport assez de contact, ce qui était déjà assez fou à ce moment-là. Il va avoir une blessure et il va être conseillé par son kiné de se renforcer et de guérir sa blessure par l'athlétisme. Et c'est de cette façon qu'il va découvrir l'athlétisme, donc finalement assez tard pour quelqu'un qui deviendra assez rapidement très bon dans son domaine et vous allez le voir, qui va même gagner des médailles olympiques. Donc en moins d'un an, il avait 17 ans, il va avoir le temps de vraiment performer dans ce sport tellement fort qu'il va se qualifier pour les Jeux paralympiques d'Athènes en 2004, ce qui est vraiment assez fou et assez inhabituel. Le 20 septembre 2004, lors des demi-finales des 200 mètres, Oscar va rater son départ mais va finalement gagner la course et plus encore établir le record du monde. Ça va être la même chose pour le 400 mètres et Oscar va déjà acquérir ses premières médailles d'or à ce moment-là. Et c'est à ce moment que la notoriété de Oscar va réellement décoller. Sa réputation va devenir mondiale et le monde entier littéralement parlait de lui. Il faut bien se dire qu'à ce moment-là, Oscar, il avait quand même une belle gueule, il était très sympathique, il souriait beaucoup et il était surtout porteur d'espoir parce que c'était quand même extraordinaire d'avoir une évolution aussi fulgurante de quelqu'un qui avait finalement deux prothèses et qui n'était pas du tout destiné à un tel destin. Il va commencer à se faire inviter partout, il aura beaucoup de sponsors, il va même devenir l'égérie de Nike et de Mugler. C'était vraiment l'événement médiatique du moment, c'était la personnalité à inviter, à interviewer. Oscar aimait beaucoup ça, il avait conscience de sa valeur et il était complètement à l'aise avec les médias. Et très vite, Oscar va avoir un nouvel objectif, courir avec les valides. Donc comme je vous ai dit, quand il était plus jeune, il était tellement pas considéré comme un handicapé ou un invalide qu'une fois qu'il va arriver sur les pistes paralympiques, il va avoir qu'une idée en tête, c'est de faire les Jeux olympiques, donc avec les valides, courir avec les valides, parce que il avait cette détermination de se dire que c'était pas un avantage, c'était pas un inconvénient et qu'il était apte de courir avec les valides. C'est d'abord une idée que les athlètes valides vont complètement rejeter parce qu'ils avaient peur d'Oscar en fait. Ils disaient que les lames donc de ses prothèses l'avantageaient et que c'était pas du tout équitable de le faire courir avec des valides. Pourtant Oscar va quand même gagner cette bataille puisque le comité olympique va accepter sa requête et ça va être le premier invalide à courir avec des valides. C'est donc en 2012 pendant les Jeux olympiques de Londres que Oscar va concourir aux Jeux paralympiques et aux Jeux olympiques, ce qui était vraiment une première. Durant cette année donc il va y avoir les Jeux olympiques où
donc il va courir avec les valides. Oscar ne va pas être très très bon, à chaque fois il va être dans les derniers, donc c'est un peu la preuve aussi que clairement c'est pas égal et que les prothèses ne l'avantageaient pas du tout. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne va pas être prisé par les médias, parce que forcément c'était la première fois qu'on voyait ça, donc c'était toujours autant l'événement médiatique à ne pas rater, et il volait vraiment la vedette de tout le monde à ce moment-là. Il y a eu donc la deuxième partie cette année-là des Jeux paralympiques où il va concourir aussi, et lors de la finale des 200 mètres, il va se faire devancer par un concurrent brésilien qui va le devancer de vraiment pas grand-chose, donc il va vraiment prendre la première place au dernier moment. Et à ce moment-là, Oscar va avoir un discours un peu curieux parce que il va commencer à dire aux médias que il a des meilleures prothèses que lui, que celles-là sont plus grandes et que du coup elles sont plus performantes. Et donc il avait vraiment ce discours de dire ces prothèses non avantagées, ce qui était très bizarre à ce moment-là parce que pendant des années il s'était battu pour dire que les prothèses n'avantageaient pas les athlètes. Et là, une fois qu'il s'est fait devancer, clairement il avait ce discours en fait qui cassait ces années de discours à essayer de défendre cette idée. À ce moment-là, les gens ont commencé à percevoir un peu le côté moins chouette de Oscar. Il était mauvais perdant, il avait des discours parfois un peu arrogants, un peu hautains, parce que c'est vrai que c'était un peu hautain de dire il est pas meilleur que moi, c'est juste ses prothèses qui sont meilleures que les miennes. Et le grand public, à ce moment-là, c'est un peu divisé en deux. Donc il y a eu les gens qui étaient vraiment fans de Oscar, qui le voyaient comme un demi-dieu, comme vraiment un athlète rempli d'espoir, qui adorait Oscar, qui était vraiment la figure de l'Afrique du Sud. Enfin, c'était vraiment... ils l'idolâtraient. Et la deuxième partie du grand public, qui, selon eux, c'était vraiment le moment où Oscar est devenu quelqu'un de plus sombre, avec une personnalité plus sombre, avec plein de choses qui montraient un peu la face qu'on ne connaissait pas trop, et qui ont clairement pensé que c'était la fin du Oscar positif, parfait, que tout le monde connaissait. Finalement, on disait de lui qu'il commençait un peu à avoir la grosse tête, et ça ne plaisait pas à tout le monde. En novembre 2012, Oscar va rencontrer Riva Steenkamp, qui était une mannequin et journaliste, qui était une personnalité extrêmement appréciée. Elle était intelligente, elle était gentille, elle était très douce apparemment. Tout le monde l'adorait, elle avait vraiment une bonne réputation. Et c'est vrai que ce couple très glamour du moment était un peu redoré, entre guillemets, grâce à Riva, qui disait que Oscar était un gentleman, qu'il était un homme sexy, voilà, qui redorait un peu l'image de Oscar, la grosse tête, hautain, un peu transformé par son succès médiatique. Oscar's a very, very sexy boy, but he doesn't do it in like an arrogant, obnoxious way. He does it in a very classy, understated. He always has a good, simple suit on. Yeah, it's a gentleman. Mais leur histoire va être assez rapide, malheureusement, puisque 3 mois plus tard, la nuit du 13 au 14 février 2013, Oscar a tué Riva. Le 13 février 2013, ils étaient donc tous les deux chez Oscar. À savoir que Oscar, il vivait dans une résidence qui s'appelait Silverwood, qui était extrêmement sécurisée. Donc c'est-à-dire qu'il y avait des grands portails, il y avait des portiques, il y avait des gardiens, les murs étaient hauts. C'était vraiment une résidence de personnes qui avaient les moyens et qui était extrêmement sécurisée. Il y avait même des gardiens qui faisaient des rondes la nuit. Et Riva ne vivait pas chez Oscar, mais elle y était souvent. Mais donc c'était la maison de Oscar à ce moment-là. Riva va donc arriver le 13 février, on va voir les images donc du portique, pour passer la soirée et la nuit chez Oscar, avant de fêter donc le lendemain la Saint-Valentin. Ce soir-là, ils vont dîner, Riva va préparer un petit dîner aux chandelles, ils vont aller dormir relativement tôt. Cette nuit-là, il faisait très très chaud et la clim était cassée, donc ils ont ouvert les baies vitrées et ils ont mis le ventilo électrique au niveau de la baie vitrée pour faire rentrer l'air et pour que l'air circule. Après le dîner, donc ils vont monter dans leur chambre. Oscar va geeker un petit peu sur sa tablette. Riva va faire quelques positions de yoga et ils vont aller s'endormir. Oscar dira à ce moment-là à Riva, est-ce que tu peux, avant de t'endormir, fermer les baies vitrées, enlever le ventilo, parce que Oscar avait terriblement peur des cambrioleurs. Vers 3h du matin, Oscar va se réveiller et va se rendre compte que Riva a complètement oublié de fermer cette baie vitrée. Il va donc se lever, sans ses prothèses donc sur ses moignons. Il va se lever et il va aller fermer la baie vitrée. Au moment de fermer la baie vitrée, il va fermer également les rideaux, donc il va se retrouver dans le noir complet, et à ce moment-là, il va entendre quelqu'un dans la salle de bain. Oscar va donc directement aller chercher un fusil qu'il avait en dessous de son lit, et il va aller dans la salle de bain. Une fois arrivé dans la salle de bain, il va voir que la fenêtre était grande ouverte, et qu'il y avait du bruit dans la toilette. La porte était fermée à clé à ce moment-là de la toilette. Il va être pris de panique parce qu'il va penser que c'est des cambrioleurs, et il va crier à Riva, Riva appelle la police, il y a quelqu'un qui est rentré chez nous. Il va également crier à la personne dans la porte qui est là,
sortez de là tout de suite, etc., etc. Donc il criait un peu de panique. Oscar va être tellement pris de panique que tout ça il va le faire dans le noir, c'est-à-dire que pas une seule seconde il va allumer l'interrupteur. À un moment donné, donc juste après avoir crié tout ça, il va entendre cette fameuse personne dans la toilette essayer d'ouvrir la porte pour sortir. À ce moment-là, il va être pris de panique et il va tirer 4 fois sur la porte. À ce moment-là, il va encore une fois demander à Riva, donc crier. Riva appelle la police, mais toujours pas de réponse. Il va être pris de panique, encore une fois, et il va se dire mais putain, pourquoi il me répond pas? Il va revenir dans la chambre, il va commencer à chercher Riva et se rendre compte que Riva n'est finalement pas dans son lit et qu'elle n'est pas dans la chambre et qu'il ne la voit pas nulle part. Il va commencer à tout doucement comprendre ce qui est en train de se passer, à réaliser ce qui est en train de se passer. Il va ouvrir le balcon à nouveau, il va aller sur le balcon et il va crier à ses voisins, appelez une ambulance, appelez une ambulance. À ce moment-là, il va revenir dans sa chambre, il va prendre une batte de criquet qu'il avait et il va défoncer la porte des toilettes qui était toujours fermée à clé. Une fois que la porte va céder, il va découvrir que derrière la porte, c'était en fait Riva qui venait de tuer. Donc sur les 4 balles, il y en a 3 qui l'ont touché, dont une au niveau de la tête. Et quelques instants plus tard, Riva va décéder. Donc là, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est vraiment la version de Oscar. C'est comment les faits ont été présentés dès le début à la police et aux ambulanciers, etc., etc. Très vite, il y a plein de choses qui vont se passer. Tout d'abord, il y a une enquête qui va être ouverte. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? T'as tiré, t'as tué ta compagne en pensant que tu te faisais cambrioler dans une résidence ultra sécurisée. Est-ce que c'est vrai? Qui es-tu vraiment? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Que cachait le couple? Etc., etc. Donc très vite, il y a une enquête qui va s'ouvrir. Et il y a quelques éléments tout de suite qui vont être pas du tout cohérents avec l'histoire de Oscar. Premièrement, ne pas se rendre compte en se réveillant à 3h du mat avec les fenêtres ouvertes, donc avec la lumière quand même de l'extérieur, ne pas se rendre compte que Riva n'est plus dans son lit, c'est quand même très bizarre, à moins que le lit fasse 3 mètres de largeur. Moi, personnellement, quand je me réveille, je dors sans rideau, donc j'ai toujours une petite lueur dans ma chambre. Je vois instantanément si, oui ou non, quelqu'un est à côté de moi. Et d'ailleurs, quand mon copain n'est pas à côté de moi, ça m'alerte assez rapidement. Donc, c'est déjà très bizarre. Deuxièmement, un truc vraiment bizarre, comment peux-tu avoir le réflexe d'avoir une arme sous ton lit? Déjà, c'est bizarre d'avoir une arme sous son lit, mais apparemment en Afrique du Sud, c'est aussi courant qu'en Amérique. Donc, comment tu peux avoir ce réflexe de tout de suite aller prendre ton arme dans le noir le plus complet sous ton lit, sans même avoir ce réflexe d'allumer la lumière? Ça aussi, c'est très bizarre. Surtout qu'il venait de fermer les rideaux, donc il était dans le noir complet. Et vous savez, quand on se réveille parfois la nuit, qu'il y a une petite lueur de l'extérieur, on est habitué au noir, donc on voit un peu. C'est vrai que moi aussi, quand je me lève en plein milieu de la nuit pour aller faire pipi, par exemple, je n'allume pas la lumière parce que je vois. Mais là, un truc qu'il faut se dire, c'est qu'il a fermé les rideaux, donc il faisait noir complet, il n'était pas encore habitué à ça. Il entend du bruit, donc il est en insécurité, et il allume pas l'interrupteur. C'est quand même très bizarre. Troisièmement, comment il a pu parler plusieurs fois à Riva, en disant, il y a quelqu'un, appelle la police, etc. 3-4 fois, je pense, il a parlé à Riva. Comment il peut parler à Riva sans avoir de réponse, sans avoir même un mouvement de drap, de couette, de Riva qui cherche son téléphone pour regarder l'heure, enfin, j'en sais rien, mais comment il peut chercher l'interaction sans avoir de réponse et quand même pas une seule seconde se dire c'est peut-être elle qui est aux toilettes. C'est quand même très bizarre aussi. Quatrièmement, pourquoi un cambrioleur irait s'enfermer dans les toilettes? Ça n'a aucun sens. C'est une pièce qui fait 1 mètre sur 1,50 m. Si c'était vraiment un cambrioleur qui allait dans ces toilettes pour s'enfermer à clé, il aurait aucune issue possible, donc ça n'aurait aucun sens de s'enfermer dans un cul-de-sac comme ça. Quatrièmement, au moment où il était devant ces portes de toilettes, quand il a crié il y a quelqu'un, sortez de là, Riva appelle la police, comment est-ce que Riva n'a pas pu à ce moment-là répondre c'est moi, j'arrive, no problemo, tout va bien? C'est impossible. Ça veut dire qu'elle aurait rien dit, rien fait, alors qu'il était complètement paniqué derrière, et qu'elle aurait juste rien dit et essayé d'ouvrir la porte. Ça aussi, c'est complètement bizarre. Donc vraiment, il y avait 1000 choses qui ne collaient pas du tout avec la version de Oscar. Donc il y a d'abord eu une audience préliminaire pendant laquelle Oscar va clairement gagner cette première bataille et il va pouvoir sortir avec 85 000 € de caution, ce qui est vraiment 3 cacahuètes et demie pour lui, donc c'était quand même assez dingue à ce moment-là par rapport à ce drame qui s'était produit. Et déjà beaucoup de personnes étaient extrêmement choquées et révoltées en pensant que comme il était considéré comme un demi-dieu, comme il avait beaucoup de notoriété, et ben c'était un peu une faveur pour lui de s'en sortir seulement avec 85 000 $ de caution. L'enquête a donc continué jusqu'au procès final, donc 1 an plus tard, et les enquêteurs vont découvrir énormément de choses. Et c'est là que vraiment cette histoire est vraiment très intéressante et va prendre toute une autre tournure. Tout d'abord, ils se sont rendus compte que le couple de Oscar et de Riva n'était pas si top et que apparemment ils s'engueulaient extrêmement souvent. La maman de Riva va parler et va expliquer que Riva se plaignait beaucoup d'épisodes assez violents, que ce soit physiquement ou psychologiquement, que Oscar était extrêmement possessif, extrêmement jaloux et extrêmement blessant dans ses paroles. Il y a une fois où Riva va appeler sa mère, elle était dans la voiture sur la place passager avec Oscar qui
roulait beaucoup trop vite et Riva était inquiétée, elle était apeurée par le comportement de Oscar. Elle va passer sa maman à Oscar et sa maman lui dira à ce moment-là, si tu fais du mal à ma fille, je t'aurai. Donc clairement, c'était pas topi-top entre eux, et même Oscar vis-à-vis de la famille de Riva. Les enquêteurs vont également fouiller le téléphone de Riva et vont découvrir qu'il y avait des messages qui étaient extrêmement explicites, donc je vous en ai pris un. Je m'amusais, mais plus maintenant. Depuis que tu es rentré du Cap, tu m'agresses constamment. Je comprends que tu sois malade, mais c'est méchant. Je ne flirtais avec personne. Ça me rend malade que tu aies suggéré ça et que tu m'aies fait une scène à table qui nous a obligés de partir plus tôt. Donc dans ces messages, on voyait clairement qu'il était malade, qu'il était extrêmement colérique et que parfois il pouvait lui faire des scènes vraiment en public et que Riva avait peur. Donc clairement, ça n'allait pas du tout. Ils vont aussi trouver des messages où Oscar était vraiment méchant, genre gratuitement, qui lui disait que il supportait pas Riva, qu'il supportait pas sa voix, enfin des trucs vraiment pour la rabaisser, l'humilier et la blesser tout simplement. Donc on peut voir à quel point il était extrêmement toxique, surtout que elle avait vraiment une réputation de quelqu'un qui ne cherchait pas du tout le conflit, ça c'est sa maman qui le disait, enfin qu'elle ait jamais eu une relation aussi mauvaise que ça et que c'était très étonnant en fait qu'elle soit dans une relation aussi toxique finalement. Alors un élément aussi qui a été relevé donc par les enquêteurs, c'est un événement qui a été repris aussi pendant le procès, donc par le procureur qui était contre Oscar et son avocat, quelques années auparavant en 2009, où il avait fait une soirée avec une ex-copine et des copains. À un moment donné, il y a eu une dispute avec son ex-copine. Il aurait apparemment pété un câble. Il aurait demandé à ce moment-là que tout le monde s'en aille de sa soirée, donc de chez lui, et en fermant la porte, il l'a claqué violemment, tellement violemment que les panneaux en bois de cette porte se sont écroulés sur une de ses amies, une de ses invitées qui était là ce soir-là, et qui l'a blessé. Les policiers sont arrivés, il a été auditionné, et donc il avait déjà un casier judiciaire à ce moment-là de violence. Oscar était violent, clairement. Donc en fait, quand on a creusé un petit peu la chose, les réputations qu'il avait au moment où il a rencontré Riva, de cette personne un peu hautain, avec la grosse tête, etc., en fait, c'était bien au-delà de là. C'était une personne violente dans ses paroles, dans ses actes, extrêmement colérique. Donc ça allait beaucoup plus loin qu'en fait la petite réputation de personne hautaine qu'il était. Alors la première erreur que les enquêteurs ont remarqué, c'est que malgré cet incident, qui a quand même rempli son casier judiciaire, Oscar a pu avoir un permis pour avoir un fusil. Et ils ont découvert également, ce qui est clairement pas normal quand on a un casier comme ça, quand on a des incidents agressifs de cette façon, où tu as fait du mal à quelqu'un, que ce soit sous l'effet de l'impulsivité ou pas, ça reste une agressivité et dans ces cas-là, il faut des examens beaucoup plus poussés et c'est beaucoup plus compliqué d'avoir une licence pour avoir une arme à feu. Et pourtant, ça a été un incident qui est passé un peu à la trappe parce que Oscar a pu avoir à ce moment-là des armes à feu. Donc il expliquait aussi qu'il était passionné par les armes à feu. Il faut savoir aussi qu'en Afrique du Sud, c'est quelque chose qui est extrêmement normalisé, les armes à feu, et qu'il y en avait déjà dans sa famille depuis belle lurette. Il a très vite aussi eu le statut de collectionneur parce que très vite il a eu plusieurs armes à feu. Collectionneur, c'est posséder des armes sans les utiliser. Là, c'est vrai qu'Oscar, il prenait des cours pour utiliser correctement ses armes à feu. Il disait aussi que la nuit, quand il n'arrivait pas à dormir, il allait tirer avec ses armes à feu. Et puis, il y a des vidéos aussi qui ont tourné où pendant qu'il a ses cours avec ses armes à feu, il a des réflexions extrêmement bizarres. Par exemple, il va tirer dans une pastèque et il va dire c'est vraiment bien plus mou qu'un cerveau humain, par exemple. Ce qui est très bizarre comme réflexion. C'était vraiment à se demander déjà à ce moment-là, est-ce que t'es complètement ok, est-ce que t'es complètement sain pour posséder une arme? Donc déjà là, il y a eu une vraie lacune par rapport au système. Selon les enquêteurs, Oscar n'aurait pas dû posséder une arme et par la suite, vous allez voir plusieurs armes. À cette époque-là, donc avant qu'il rencontre Riva, il était également avec une fille qui s'appelait Samantha Taylor. Je pense que c'est pas la même ex de l'épisode où il a pété sa porte en bois là sur son invité. Elle va raconter qu'une fois, ils étaient en voiture avec un ami et que la police les avait arrêtés pour excès de vitesse. Donc encore une fois, excès de vitesse avec toutes ces voitures, ces motos, ça aussi c'était quelque chose d'extrêmement classique qui montrait bien qu'il était extravagant, avec toujours plus de sensations fortes, etc. Ils se sont fait arrêter donc pour excès de vitesse. Le policier va remarquer que Oscar avait en possession, là, à côté de lui sur son siège pendant qu'il conduisait, une arme chargée, qui est quand même complètement insécure. Donc le policier va décharger cette arme, il va manipuler son arme et enlever les balles. Oscar va très mal le prendre et va péter un câble, clairement. Il va refermer la voiture, il va recharger son arme directement, il va conduire comme un pété et il va tirer par le toit ouvert. Donc Samantha Taylor, à ce moment-là, va raconter que c'était un épisode qui l'a quand même assez marqué parce qu'elle s'est rendue compte à ce moment-là qu'il était quand même violent et colérique et que du coup, une personne colérique, c'est déjà dangereux, mais avec des armes en plus, ça n'allait pas du tout. Il y a eu un deuxième événement aussi avec des armes à feu qui a été repris donc dans le procès par le procureur, qui était qu'une fois, il a été mangé au restaurant avec des amis et qui s'amusait comme un gamin à manipuler une arme chargée sous la table et qu'une balle est partie, qu'il a tiré et
que c'était à 2 doigts de la catastrophe aussi, à 2 doigts de tirer sur un de ses amis. Cette affaire avait été étouffée parce que il fallait pas entacher la notoriété de Oscar Pistorius, qui à ce moment-là était vu comme un demi-dieu avec plein de sponsors, etc., très médiatisé. Et donc tous ces événements ont bien prouvé pendant le procès qu'il était dérangé, qu'il était complètement impulsif, complètement violent, complètement colérique, complètement instable, et que y avait beaucoup trop de choses qui n'allaient pas. Oscar va détenir plus de 6 armes, des armes de pointe, des je sais pas comment on appelle, j'ai pas les bons termes, mais des longues armes là à sa fenêtre. Il y en avait une sous son lit, il y avait des battes de cricket derrière ses portes. Enfin, il était très parano et son arme apparemment il l'avait toujours sur lui. Donc c'est vrai que penser qu'une personne est colérique, penser qu'il a des problèmes psychologiques et qu'il détient autant d'armes, c'est vraiment ultra dérangeant, et je comprends pas comment on l'a pas arrêté plus vite avec tous ces événements qui se sont passés. Et franchement, Riva, la pauvre, parce qu'à mon avis elle devait être complètement bleue de lui si elle était là, j'imagine, mais en fait elle était avec un mec ultra violent, ils se disputaient souvent et il avait des armes à feu sur lui tout le temps. Enfin, je peux comprendre que ses ex se soient vite barrés et qu'elles avaient peur de lui. Enfin, vraiment, moi j'aurais pas tenu un mois avec ce genre de taré, quoi. Sauf si forcément il menaçait Riva si elle le quittait. Ils vont découvrir aussi que lors de la nuit du drame, il y a 3 voisins qui vont être réveillés à ce moment-là et qui vont aussi apporter plein d'éléments. Premièrement, ils vont tous les 3 entendre des cris féminins et masculins de personnes qui demandaient de l'aide. Ils vont également tous apercevoir de la lumière chez Oscar pendant les cris de la femme et de l'homme. Alors que, rappelez-vous, Oscar disait qu'il avait allumé la lumière seulement après les coups de feu, alors que tout le monde dit que la lumière était déjà là pendant les cris et que les coups de feu ont tué ces cris, mais donc il y avait déjà de la lumière à ce moment-là. Donc déjà, il y avait quelque chose qui correspondait pas. Le voisin d'en face va dire qu'il a vu un homme passer par la fenêtre, ce qui veut clairement dire que Oscar avait ses prothèses à ce moment-là, parce que Oscar sans ses prothèses faisait 1m55 et que 1m55 c'était trop petit pour le voir à ce point-là par la fenêtre de sa maison. Ce qui voudrait dire que du coup, il aurait eu en fait ses prothèses, donc un élément qui dément encore la version de Oscar et qui change tout, parce que s'il a mis ses prothèses, qu'il a été chercher son fusil, etc., en fait ça suffit pour avoir le statut, je sais pas comment on dit, de la préméditation. Parce que ça voudrait pas dire qu'il a pris son fusil, qu'il a tué. Non, ça voudrait dire qu'il a mis ses prothèses, qu'il a pris son fusil et qu'il s'est dit je vais aller chercher Riva pour la tuer, et rien que ces quelques secondes suffisent pour dire que c'est prémédité. Donc ça change tout. Les enquêteurs ont aussi remarqué que dans la chambre, il y avait à côté du lit un sac d'affaires de Riva rempli avec les vêtements qui étaient pliés et qui avait un jeans en plein milieu à terre, en plein milieu de la chambre. Ce qui laisse penser qu'en fait, ils se sont disputés, que Riva a fait ses affaires, qu'au moment de s'habiller, de mettre son jeans, Oscar a pété un câble, du coup elle a pas pu mettre son jeans, elle a couru aux toilettes, elle s'est enfermée à clé pour se protéger, Oscar a mis ses prothèses, ou il avait déjà ses prothèses pendant la dispute, il a été chercher son fusil et il a été tué, Riva, par la porte. Donc c'est vraiment une autre version, tout autre que la version du cambriolage de Oscar, et ce qui voudrait vraiment dire que c'est prémédité et que c'est un meurtre, et ce serait pas du tout la même chose du coup. Parce qu'un truc que je trouvais bizarre aussi, c'est pourquoi la porte des toilettes était fermée. Moi personnellement, donc j'habite avec mon copain depuis longtemps, c'est vrai que ça faisait que 3 mois qu'ils étaient ensemble, mais quand je suis juste avec lui dans l'appart, jamais de ma vie je vais fermer la porte à clé, c'est très bizarre. Genre, pourquoi quand tu es tout seul dans une maison avec ton mec et que tu vas faire pipi, tu fermes la porte à clé? Enfin, moi perso, c'est un truc qui me viendrait pas à l'esprit. Surtout en pleine nuit, en plus à 3h du mat, tu te lèves, tu vas aux toilettes, tu fermes à clé, enfin c'est vraiment très bizarre. Donc pour moi, clairement, en fait, elle s'est enfermée parce qu'elle avait peur, quoi. En mars 2014, donc, le procès va débuter, donc 1 an plus tard. Ce jour-là, Oscar va être extrêmement émotif, il va pleurer énormément, il va même vomir à un moment donné. On dira à ce moment-là que, en fait, c'est de la manipulation parce qu'il voulait juste gagner du temps dans son procès, mais aussi au moment T, quand on lui pose une question, bah c'était sa manière d'avoir du temps pour répondre, quoi. Ça, je pense, enfin, en mon sens, je suis pas sûre, dans le sens où c'est pas parce que, enfin, je pense que les plus grands meurtriers, les plus grands serial killers peuvent pleurer d'avoir tué quelqu'un. Ça, je pense que ça change rien. Mais bref, en tout cas, c'était très émouvant. Et c'est vrai que quand je vois les images, moi perso, ça m'a fait pleurer plusieurs fois. Sans dire pour autant que on le défend ou on est d'accord avec lui ou on a de l'empathie. C'est pas ça la question. C'est juste que le moment était très fort, très compliqué à vivre. Ça a dû être compliqué pour tout le monde en vrai. Donc pendant le procès, donc il y a le procureur. Le procureur, c'est celui qui va vraiment défendre la personne qui est décédée. Donc c'est celui qui va essayer de tout faire pour que la personne aille en tôle. Et puis après, il y avait donc Oscar et son avocat. Le procureur va évidemment le défoncer avec tout ce que je viens de vous raconter. Donc c'était tous des éléments qui ont été repris pendant le procès pour vraiment lui donner une image de quelqu'un qui était extrêmement violent et complètement instable. L'avocat, c'était un grand avocat qui était vraiment renommé, va quand même essayer de démentir tous les arguments. Premièrement, pour les cris, il va essayer de faire dire que Oscar avait la voix aiguë quand il criait. Ce que Samantha Taylor présente pendant le
procès va démentir. L'avocat va aussi dire qu'il avait beaucoup d'armes parce qu'il se sentait pas à l'aise, il se sentait pas en sécurité quand il n'avait pas de prothèse. Ce qui est aussi à démentir parce que Oscar a toujours dit qu'il se sentait pas comme un handicapé, qu'il ne se sentait pas comme un invalide, que même pendant les Jeux Olympiques, il voulait participer aux Jeux Olympiques parce qu'il se sentait pas comme un handicapé. Donc ce serait très bizarre maintenant de dire quand j'ai pas mes prothèses, j'ai besoin d'avoir des armes à feu sur moi, alors qu'en plus il vivait dans une résidence ultra sécurisée. Donc ça aussi c'était quand même très bizarre. Il va aussi dire que l'Afrique du Sud est un des pays les plus dangereux au monde, ce qui est vrai, et que les armes à feu sont normalisées et que c'était évident pour Oscar d'avoir donc des armes à feu sur lui, surtout depuis qu'il était connu, etc., etc. Il va dire que quand il était jeune, Oscar avait eu aussi une histoire avec des cambrioleurs qui avaient fait du mal à son chien de compagnie, je pense, quand il était très jeune, et que c'était un événement qui l'avait traumatisé jusqu'à aujourd'hui. Mais encore une fois, quand t'es dans une résidence ultra sécurisée avec des gardiens qui font des rondes la nuit, c'est quand même un argument assez touchy, je trouve. Une grosse chose aussi qui va être en faveur de Oscar, c'est l'enquête qui a été en fait complètement bafouée. Enfin, pas l'enquête, mais la scène de crime a été complètement polluée en fait par plein d'éléments. Premièrement, des policiers ou des enquêteurs, enfin les gens qui étaient sur la scène de crime, ont volé des affaires à Oscar. Apparemment, ils ont laissé aussi plein de traces. Par exemple, ils ont enlevé la porte et ils ont marché sur la porte où il y avait les coups de fusil. Donc apparemment, il y avait, quand ils ont mis la porte, il y avait une grosse trace de pied. La porte est restée, je sais pas combien de semaines dans un bureau entre les va-et-vient, donc pas du tout, c'était pas du tout bien fait. Et il y a eu apparemment énormément d'éléments perturbateurs et polluants pendant cette scène de crime, ce qui a vraiment pas du tout facilité l'enquête et ce qui du coup était en faveur de Oscar parce qu'il y a plein de choses qu'on pouvait pas démentir. Alors il y a eu aussi un expert balistique, donc lui il va vraiment calculer en fait en fonction des impacts et de la trajectoire d'où les balles ont été tirées et il va vraiment du coup pouvoir expliquer que ça ne pouvait pas être une personne d'1m84 à l'auteur des tirs, donc 1m84 c'était la taille de Oscar quand il avait ses prothèses, mais que ça venait d'une personne beaucoup plus petite, ce qui prouverait que Oscar n'avait pas ses prothèses puisque je le rappelle il faisait 1m55 sans ses prothèses, ce qui était du coup encore une fois démenti par l'expert balistique, donc ça c'était aussi à l'avantage de Oscar. Finalement il y a un psychiatre qui va venir donc pendant le procès et qui va essayer de faire passer Oscar pour quelqu'un qui n'était pas stable et donc qui n'était pas responsable de sa manière d'avoir agi en fait cette nuit-là. Il va le décrire comme quelqu'un de parano et avec un syndrome d'angoisse généralisée, je sais pas si c'est exactement les bons termes, ce qui fait que pendant ce genre d'événement, de peur en fait, de panique, Oscar ne serait plus capable de dissocier le bon du mal et d'être responsable, ce qui appuierait le fait que pourquoi alors vous lui avez donné 6 armes, tu vois, s'il était pas apte. Et donc le but était vraiment de plaider la folie et donc de réduire cette peine et d'à la limite l'envoyer dans un hôpital psychiatrique et pas en prison. Suite à cet argument, la juge va l'envoyer 1 mois en hôpital psychiatrique et donc va reporter donc la suite du procès 1 mois plus tard pour avoir donc un avis d'un professionnel et un retour par rapport à ses observations. 1 mois plus tard, le procès va reprendre de plus belle et les experts vont bien confirmer que Oscar n'est pas fou et qu'il était complètement responsable de ses actes cette nuit-là, ce qui était donc favorable pour une peine correcte pour Oscar. Après ce procès, le verdict est tombé et Oscar va être jugé coupable pour homicide involontaire et il va se prendre 5 ans de prison. 5 ans pour avoir tué quelqu'un. Je sais pas si on se rend compte un peu. C'est scandaleux. Et donc en fait tout simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à démontrer qu'il y avait eu une engueulade, ils n'ont pas réussi à démontrer que du coup c'était prémédité. Ils ont donc bien compris qu'ils n'avaient pas les prothèses, donc il n'a pas pu avoir ce truc de se dire je vais mettre mes prothèses, je vais chercher mon arme, je vais la tuer. Ils ont aussi découvert que la vessie de Riva était quasi vide, donc ça prouverait qu'elle a vraiment été aux toilettes pour aller aux toilettes. Et donc tout ça n'ont rien réussi à prouver, c'est pour ça qu'il a été jugé coupable d'homicide involontaire. Peu de temps après cette condamnation, la Cour suprême va demander une requalification des faits en meurtre de manière à allonger la peine d'Oscar et la juge va prolonger de 1 an. Donc au lieu de 5 ans, ça va être 6 ans. Insatisfait de cette peine, le parquet va faire appel en 2017 et Oscar va reprendre 13 ans et 5 mois de prison. Donc je sais pas si on se rend compte un peu, mais en fait cette juge elle a pris la décision de 5 ans et puis de 6 ans. Mais personne n'était d'accord, que ce soit le grand public, que ce soit les manifestants, parce qu'il y avait vraiment des personnes
personnes qui manifestaient devant la prison. C'était un mouvement, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un mouvement qui défend en fait les féminicides, parce qu'apparemment en Afrique du Sud c'est extrêmement courant. La Cour suprême n'était pas d'accord, le parquet n'était pas d'accord, enfin personne n'était d'accord, tout le monde trouvait ça aberrant. Mais en janvier 2024, pourtant, donc il y a 4 mois, Oscar est sorti au milieu de sa peine, donc au milieu des 13 ans supplémentaires qu'on lui avait donnés en 2017. Oscar doit suivre une thérapie de la gestion de colère, il doit faire des travaux d'intérêt général, il ne peut plus boire d'alcool et il est surveillé. Tout ça jusqu'en 2029 où sa peine prendra définitivement fin. Oscar donc a 37 ans, bientôt 38, et il est vraiment dans l'anonymat le plus total. Si vous regardez sur internet, il n'y a vraiment pas une photo de lui. Apparemment, de ce que l'on sait, de ce qu'on entend, il a plus du tout le physique d'un sportif, il a pris beaucoup de poids. On le décrit comme quelqu'un de très renfermé, de très asocial, de pas très sympathique en fait, qui n'a pas souri une seule fois depuis cet incident. Il s'est exprimé, je crois qu'il a fait un tweet, je ne sais plus quand, mais il a fait un tweet depuis toutes ces histoires, le jour de l'anniversaire du meurtre de Riva, où il a dit « Je ne suis plus le même depuis cet incident, je pense à toi ». Enfin, je sais plus ce qu'il a dit, mais c'est la seule manifestation qu'on a eue de lui. Il a apparemment beaucoup de mal à trouver du boulot, forcément avec un passé pareil, et il s'est engagé auprès de l'église pour être volontaire auprès de l'église. C'est sa seule activité apparemment, en plus des travaux d'intérêt général. Et je pense qu'on n'entendra plus jamais parler de Oscar, je pense que c'est définitivement fini pour lui. De toute façon, à 37 ans, quand on n'a pas eu l'entraînement qu'il fallait niveau sport, c'est mort de chez mort. Et je pense qu'il a plutôt intérêt à ne pas faire parler de lui et à se faire vraiment très fortement discret. Mon avis sur la chose, c'est que pour moi, il a eu une peine trop petite, que pour moi, il avait des gros problèmes et qu'il est complètement coupable d'avoir tué cette femme. Je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à mettre la peine maximale pour vraiment, à un moment donné, arrêter d'accepter les violences conjugales. La normalisation des armes à feu, ça je comprendrai jamais non plus, parce que en fait tout ça, dans un pays où les armes à feu n'étaient pas autorisées, ne se serait pas passé. Je pense également qu'il faut arrêter de mettre sur un piédestal ce genre de personnalité, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière, et que là, le fait qu'il ait eu une notoriété aussi grande, le fait qu'il soit vraiment un demi-dieu rempli d'espoir, a fait qu'on a minimisé beaucoup de ses actes, comme l'incident dans le restaurant, comme le fait qu'il tire par la fenêtre, comme le fait qu'il ait éclaté la porte sur une de ses invitées. C'est des choses qu'il ne fallait déjà pas à ce moment-là accepter. Ses licences aussi pour ses armes à feu, c'est quelque chose qu'il ne faut pas accepter. Il y a eu beaucoup trop de lacunes par rapport à ça déjà, et je pense que cet incident aurait pu être évité, malheureusement, pour cette pauvre femme qui ne devait pas mourir ce soir-là. Donc voilà un petit peu pour cette histoire. J'avoue que moi j'ai vu un petit peu les actualités, mais que je connaissais pas cette histoire en fait de Oscar Pistorius, et quand j'ai découvert qu'il avait pris 5 ans de prison, mais les gars, je suis tombée de ma chaise et je me suis dit mais c'est pas possible, j'ai pas compris, c'est impossible. Mais si, c'est possible, et je pense qu'en Afrique du Sud, comment dire, les peines sont beaucoup trop petites. J'ai vu d'ailleurs dans une interview d'un mec qui disait que globalement en Afrique du Sud, pour un meurtre, les condamnés prenaient 15 ans, enfin ce qui est vraiment dingue, je trouve. Je pense qu'aux États-Unis il aurait pris perpétuité. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissiez cette histoire? Est-ce qu'il a eu une peine assez grande? Dites-moi un petit peu dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me donner des idées de sujets, si vous voyez des actus, s'il y a des choses que vous voulez que je vous explique, des histoires que vous voulez que je creuse pour vous, bah n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner, très important pour moi. Moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires. Ciao.